bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cas concrets. On va aller regarder ce qu'il s'est joué entre Freud, Sigmund Freud, et Carl Gustav Jung, puisqu'ils font partie des créateurs du club de la psychanalyse, puisqu'à l'époque la psychanalyse n'existait pas, et qu'en en fait ils font partie des fondateurs de cette profession qui l'ont inventé, qui ont structuré le cadre et qui ont décidé de s'intéresser énormément au domaine du rêve et au domaine de l'inconscient, entre autres l'inconscient collectif, puisqu'ils avaient cette passion commune. Et on va très rapidement pouvoir conclure, avoir des déductions de pourquoi à un moment ils se sont clashés et pourquoi ils ont décidé de cesser de travailler ensemble. Comment on va faire pour voir ça? Eh bien, on va le voir avec les deux flashs de ces deux personnages illustres. Cependant, à quoi vient cette vidéo supplémentaire en termes de cas concrets? Eh bien, peu importe que tu veuilles utiliser le flash pour ta famille, pour ton couple, par rapport à ton lieu de travail, tes collègues, ou peut-être tes employés si tu es entrepreneur, tes collaborateurs, et aussi peut-être par rapport au recrutement, eh bien parce que si ces deux génies avaient eu connaissance de leur propre perception du monde, de leur propre déclencheur émotionnel, de leur propre façon de voir les choses, eh bien, peut-être qu'ils auraient pu comprendre qu'ils étaient ultra complémentaires. On remarque, on constate que il y a des gens qui vont davantage se reconnaître dans les travaux de Jung que dans les travaux de Freud, et inversement, il y a des gens qui vont davantage se reconnaître dans les travaux de Freud que dans les travaux de Jung. Et tu vas très rapidement comprendre, finalement, ce qui se jouait en back-office, c'est-à-dire dans l'inconscient, domaine qui les passionnait autant l'un que l'autre, tu vas pouvoir très rapidement constater ce qui se jouait en back-office pour chacun d'entre eux. Donc, je vais aller sur la plateforme. Tu as déjà vu le flash de Carl Gustav Jung. Je vais faire un tour sur le flash de Sigmund Freud. Et je vais revenir aussi sur celui de Jung pour que tu puisses faire la comparaison instantanément. Nous voici sur le flash de Sigmund Freud. OK. En fait, ce qu'on constate, comme toujours, c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais profil. On est bien d'accord. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note. Il n'y a pas de déséquilibre ou d'équilibre. L'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre au cours de la journée pour chaque individu, qu'il arrive à trouver lui-même son propre équilibre, en allant solliciter les dimensions un peu plus basses parce que ça permet de faire un effet de vase communicant, puisqu'on ne peut pas directement baisser les dimensions les plus élevées du flash. Donc ici, c'est de prendre conscience de quels sont les besoins principaux de la personne. Alors, on a le flash dans l'ordre FLASH, Fast, Limit, Assemble, Slice et Hello. Oui, et en bas d'un profil professionnel, tu le sais, tu as l'ordre d'arrivée des besoins et des comportements, mais aussi des façons de voir les choses. Alors, je vais aller très vite jusqu'en bas pour que tu n'aies pas le temps de voir le cerveau qui pilote chez Freud. T'as vu un peu, je suis rapide, hein. La coquinette. En fait, ce qu'on voit ici, c'est l'ordre d'arrivée des comportements, comme je viens de te le dire. Et effectivement, là où pouvaient se retrouver facilement Freud et Jung, c'était réellement dans le besoin de précision et de détail. Ok, ils avaient une convergence là-dessus, puisque tous les deux étaient des personnes très précises. Je ne sais pas si tu te souviens, je crois de mémoire que Jung, et on le vérifiera après, avait 89 dans la dimension métal. Donc c'est quelque chose finalement qui les rassemblait dans l'approche, dans la façon de faire et dans le besoin de décortiquer, de diviser les choses pour aller dans l'infiniment subtil et petit. Ok, c'est ça le métal, son besoin. C'est la quête de perfection. C'est ce qu'on appelle la quête de perfection. C'est pas forcément la quête de perfection que esthétique ou que dans le visuel. Non, non. Si c'est esthétique et dans le visuel, ça va avec du bois, parce qu'il faut que ce soit beau, que ça fasse plaisir. Tu l'as peut-être déjà remarqué que dans le talent, par exemple, de l'esthétisme, c'est le métal et le bois qui sont sollicités comme énergie. Donc ici, on est vraiment dans un besoin de décortiquer dans le détail. On a aussi besoin d'être libre de ces mouvements, parce qu'ici, on avoisine les 70% dans la dimension faste. Le besoin profond, c'est d'agir sur le monde qui nous entoure. OK? Et puis ici, c'est le besoin de vérifier l'information. Super bien géré, 46%. On n'est pas en excès, on ne va pas dans une forme de survérification et de surcontrôle. On est dans une vérification, une analyse claire et facile d'accès. Le besoin de communiquer, de connecter avec les autres en dessous de 30%, on est face à quelque chose qui finalement nous dépeint un type de comportement de j'aime bien les gens, mais
en petite quantité bien sélectionnée, ok, parce que le premier filtre, c'est je sélectionne, je trie, je qualifie ou je disqualifie, hein, voilà, là, c'est la grosse sélection, on fait le tri. Et puis, du coup, le besoin de voir du monde, oui, mais pas des gros comités et pas tous les soirs, ok? Et enfin, la structure qui se faisait quasiment naturellement, on est quand même à 27% ici, un peu comme le bois à 28%, c'est quelque chose qui est facile d'accès mais qui ne sera pas excessif. Donc maintenant, je vais sur ce qui finalement nous révèle la perception du monde et ouais, la perception du monde et la façon de voir les choses. Si tu ne connais pas les travaux de Freud, quand on parle euh, une façon de penser freudienne, Freud était très axé sur les instincts primaires, l'impulsion, la compulsion, la répulsion. Les rêves, pour lui, avaient vocation à nous dévoiler ce qu'on essayait de cacher aux autres. Ok, donc, on est vraiment dans ce côté un peu animal avec un rapport de dominant fort-faible. Peu importe, on n'est pas là pour juger son vécu, son expérience ou quoi que ce soit. On est là juste pour capter l'essence que nous révèle le flash par rapport à un individu. L'idée, c'est de comprendre que ici, on se rend compte que son premier besoin, c'est de faire une connexion avec ses instincts. Okay, à hauteur de 60%, c'était le cerveau reptilien qui pilotait sa perception du monde. Son rapport quasi permanent est préétabli finalement. Genre, il n'y a rien d'autre qui existe, c'est dominant-dominé. Et la meilleure des défenses, c'est l'attaque. On est vraiment là-dessus. Et donc, forcément, face à Jung, qui était plutôt limbique, j'ai envie de dire, puisque c'était celui-là son cerveau numéro un, eh bien, il y a eu un moment où le clash s'est opéré. Et puis, si tu ne connais pas Freud, Freud est celui qui a amené la pensée qui dit que lorsqu'on veut rationaliser, on fait de l'évitement. Bah, pour quelqu'un qui a un cerveau reptilien, oui, mais alors à 1000%. Parce que la façon de fonctionner qui sera alignée avec lui, ça sera de se fier à son instinct. Et l'instinct ne blablate pas. Je tiens à faire cette précision. Instinct, intuition, ça ne parle pas. Il n'y a pas de petite voix ou de petite phrase. S'il y a une petite voix, c'est ton mental. Clairement. Le mental réfléchit et donne des explications, il bavarde, il raconte des histoires qui font ou plaisir ou peur ou simplement qui relatent les faits. Néanmoins, quand on a un cerveau instinctif en un, donc c'est celui qui pilote les prises de décision et la perception du monde, quand on veut aller du rationnel ou du logique et du pragmatique, effectivement, on est dans une forme d'évitement. Par contre, une personne qui va avoir ici, bah, faisons l'inverse, cartésien 60 et instinctif 29, eh bien là, tu pourras dire à l'individu que tu as en face de toi, effectivement, par toi, pour toi, ça va passer par une forme de logigramme interne. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est vérifiable? Parce que celui qui a un cerveau cartésien en 1 a besoin de vérifier les faits. Je te rappelle que le cerveau cartésien est directement branché sur la dimension limite, hein, la vérification des faits, vrai, faux, voilà, c'est analytique, c'est scientifique. La science, qu'est-ce que c'est? La science, c'est la compréhension par l'observation. Tu te rappelles aussi que le sens rattaché à la dimension limite, c'est l'observation, c'est la vue. Donc le cartésien, lui, si le cerveau numéro un, c'est le cartésien, ben, la personne, elle a besoin de rationaliser, elle a besoin de trouver une logique pour que ça puisse matcher avec sa forme d'entendement et de perception du monde. Ok. Donc, chez Freud, on se rend bien compte que finalement, ben, ce qui était important pour lui, c'était tout ce qui allait être en lien, j'allais dire tout ce qui va être, mais il n'est plus là, tout ce qui allait être en lien avec les instincts primaires, avec ce qu'on repousse, avec ce qu'on refoule, avec cette espèce de guerre intérieure. Pourquoi est-ce qu'il voyait le monde de façon aussi hostile? On revient sur l'ordre d'arrivée des comportements. Ici, on est dans la fermeture. J'ai besoin de décider. 83%, il a besoin de décider beaucoup, le profil en question. Donc, d'autres personnes avec la dimension métal en premier, pareil, elles vont avoir besoin de décider, de trancher. La difficulté, parfois, c'est de prendre des décisions qui sont bonnes pour soi. OK? Néanmoins, dans une entreprise, ça, dans un comité de direction, ce genre de profil-là, c'est génial. Parce qu'on a une faculté de décider assez rapidement avec une analyse correcte, d'accord? Elle est bien établie, sans excès, et puis une communication juste qu'il faut. Alors par contre, c'est bien s'il a quelqu'un à côté pour communiquer à sa place et pour structurer à sa place aussi, il peut déléguer. Parce que ça va lui demander plus d'énergie et que ça risque de le fatiguer. Non que quand la dimension est basse, on soit incapable, mais bien que ça va nous demander plus de ressources. OK? Donc,
Dans cette idée-là, je te laisse jeter un œil sur les soft skills, comme ça tu peux même faire pause sur la vidéo pour lire les soft skills de Freud, où là on voit bien qu'il y a quand même une différence entre introversion et extraversion, d'accord? Puisque par exemple Jung, lui, il est les deux, hein? Oui, et oui, on peut être totalement les deux, c'est-à-dire à 50-50 ou presque. Donc il arrive que parfois ça ne soit pas le cas. Donc là, on va être davantage dans une forme d'introversion. Et je te laisse donc regarder plus en profondeur les soft skills de Freud, parce que ça peut t'intéresser pour comprendre certaines choses. Et puis tu remarqueras ici que effectivement les mots qui caractérisent, les mots-clés qui caractérisent Freud sont encore différents. OK? Et on retrouve ici le hello introverti. Le hello, c'est celui qui a besoin de communiquer, on est d'accord? C'est celui qui a besoin de partager, de connecter, de kiffer, de s'amuser, de faire la fête, de découvrir les nouveautés, de wouh, c'est le joyeux, on est d'accord, c'est le grand communicant. Et en fait, chez Freud, ça se passait énormément à l'intérieur. On l'a vu, 71% dans de l'introversion. Ok. En termes de comment je vis mes émotions, est-ce que je les extériorise, pardon? Est-ce que j'ai envie d'en parler? Est-ce que j'ai envie de me confier? Pas vraiment. Mais à 29% du temps, il pouvait être dans une propension naturelle à discuter de ce qu'il avait vécu, ressenti. Ok, ça faisait quand même partie de son job, mais ce n'était pas quelque chose de simple d'accès pour lui. C'est quelque chose qu'il faisait, on va dire, à 29% du temps, ou dans 29% des cas. Mais à 71% des cas, ben, il gardait tout pour lui. Ok. D'ailleurs, il a mis très longtemps à parler de ce qui lui était arrivé, de ce qu'il a vécu. Je t'invite donc par la même occasion à aller faire des recherches sur la vie de Freud au-delà de ses enseignements, parce que le parcours de l'humain est super intéressant et enrichissant. Donc là, on a vu Freud. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller me mettre sur le profil de Jung pour que on puisse faire un lien avec ce qui a fait que finalement, eh bien, il y a eu un clash, quoi, une division entre eux, une séparation par rapport au fait qu'ils n'avaient pas du tout la même perception du monde, ni les mêmes besoins, ni la même logique d'approche. Ok, donc là, on est sur le flash de Carl Gustav Jung que tu avais dans un cas concret précédent. Et on se rend compte finalement que là où Freud a besoin de beaucoup agir sur le monde qui l'entoure et d'être dans un comportement de guerrier, tu l'as compris, Fast, c'est plus la dimension est élevée, plus on est en combat, en confrontation, on y va et c'est génial d'assumer d'avoir besoin de ça. L'idée de faire semblant avec le flash, c'est plus possible, ok? Parce que le but, c'est pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce que toute ta vie, tu vas souffrir de te plier en quatre pour correspondre, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné. En fait, le flash, il a pour but de dire, ah ouais, en fait, c'est mon besoin naturel. Du coup, quand les gens me disent, dépose les armes, arrête de voir la vie comme un combat. Mais non, parce que cette personne, quand elle a plus de 60% de feu ou 70% de feu ou 90% de feu, eh ben, c'est là qu'elle se sent le mieux, quand elle évacue son adrénaline parce qu'elle agit sur le monde qui l'entoure. Donc, c'est contre-productif que de la pousser à aller contre nature et en plus, elle va se faire bobo. Ici, tu as vu que chez Freud, on était à une quarantaine de pourcents, donc bien géré. Ici, en fait, il passait pas du tout par la vérification des faits rationnels. Lui, alors vraiment pas du tout. La structuration, elle se faisait, on va dire, au fil des connexions, hello, et au fil des détails qu'il avait collectés, slice. Donc finalement, je vais aller sur les trois cerveaux. Tu vois que Freud était à 60% piloté par son cerveau instinctif, ok? Tandis que pour le cas de Jung, on est à 37%, alors qu'ici, celui qui pilote, on n'est pas à 60, mais on est quand même à 50, c'est le cerveau limbique. Et là, on ne va pas parler d'instinct, on va parler d'intuition. Une fois encore, note-le s'il te plaît, instinct et intuition, ça ne blablate pas. L'instinct et l'intuition ne parlent pas. Il n'y a pas de petite voix. La petite voix, c'est ton mental. Donc, l'instinct, c'est danger ou pas danger. Safe ou pas safe. OK? Je l'ai déjà dit, l'enfant, il vient chez moi, chez nous. Hein. Chez nous, on est au sixième étage, et puis au premier étage, il y a la piscine, hein, avant la rue. Et en fait, le petit enfant, il monte sur une chaise sur le balcon et il monte sur la table après la chaise, et puis de la table, il monte sur le rebord du balcon. Ton instinct, il va te laisser réfléchir. Non, tu vas sauter sur l'enfant et tu vas le retirer du bord du balcon. C'est de l'instinct. On est d'accord. Et face à une situation ou face à une rencontre, il y a des choses que c'est comme si tu avais les oreilles, tu sais, comme le cheval, d'un seul coup, les oreilles, elles se mettent en arrière. Bon, c'est mauvais signe quand le cheval le fait.
et je t'interdis formellement, oui, je me le permets, de passer à l'arrière de la croupe du cheval parce que tu vas te faire botter. Mais dans l'idée, l'instinct, c'est ça. Ok, c'est ce côté animal, c'est ce côté instinct primaire, basique, qui était très vrai pour Freud, qui était sa vérité, qui était sa perception du monde profondément, viscéralement, mais incroyablement. Donc les gens qui vont être avec un cerveau en un instinctif vont matcher avec les enseignements de Freud, vont se reconnaître dans ce qu'il dit. Et c'est juste, parce que ça va leur correspondre. Et les gens qui vont davantage se reconnaître dans un domaine de symbole, de symbolique, de dessin, d'imaginaire, le côté artistique, vont davantage matcher avec le côté intuitif et limbique de Jung. Parce que oui, l'intuition non plus, il ne parle pas. Eh bien non, si ça blablate encore une fois, c'est ton mental. Tandis que l'intuition, elle est vraiment face à des ressentis. Il y a une émotion qui nous traverse et c'est comme si ça nous donnait un message, mais il n'y a pas de mots à ce message. On le sent. C'est les genoux qui flagellent, un coup de transpiration, un frisson. C'est pas de l'instinct, c'est de l'intuition. Ça nous traverse comme une vague, ok? Eh bien, on se rend compte ici qu'il était très, très intuitif et donc bien câblé sur son cerveau limbique à hauteur de 40%. Je voulais t'apporter cet éclairage parce que pour moi, c'est super important que l'on ait la compréhension de ce qui se passe en termes de combinaison. Ce que je veux t'amener avec cette vidéo supplémentaire, c'est par exemple quand tu vas travailler sur ton propre couple ou sur ta communication avec un de tes enfants, il faut que tu comprennes que et que tu te rappelles systématiquement qu'il n'y a aucun flash qui soit incompatible avec un autre. D'accord? Aucune personnalité n'est incompatible avec une autre. Je m'explique. Tu vas me dire, ah oui, mais quand même, il y a des gens, ça marche pas, alors ça marchera jamais, puis tu le sens dès le départ. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est soit ton intuition, soit ton instinct, soit ton analyse, parce que tu n'aimes pas les comportements de la personne, qui font que tu vas même pas chercher à établir une relation. Néanmoins, quand tu accompagnes ou quand tu veux apporter des réglages, améliorer les relations, les tiennes ou celles de ton client, il est important de comprendre par quoi on va pouvoir trouver une complémentarité plutôt que de rejeter la différence. Alors finalement, si incompatibilité, on veut vraiment déloger et mettre dans une case, eh bien l'incompatibilité, elle va passer par notre intransigeance à la différence de fonctionnement de l'autre. Okay. L'idée, c'est de comprendre que, par exemple, tu es en couple et toi, tu as 3% dans la dimension faste. La personne avec qui tu es en couple, elle a 80% dans la dimension faste. Au lieu de dire je suis trop lente ou pas assez forte, ou l'autre dire je suis trop égoïste ou je vais trop vite et je zappe tout le monde. Le but, c'est pas de s'autoflageller. Le but, c'est de comprendre que celui qui a double fire par rapport à celui qui n'en a pas, eh bien, il peut lui apporter la confiance et cette énergie-là. Et en aucun cas, comme maintenant il est au courant, il n'a besoin d'exiger de l'autre de fonctionner au même rythme que lui. Oui, parce que quand on a beaucoup de feu, on nous dit souvent hey, tu vas trop vite. Et en fait, non, on va à notre vitesse. Mais quelqu'un qui va plus lentement, il a le droit d'aller plus lentement. Et c'est ça, en fait, qu'on peut apporter avec le flash, surtout quand on accompagne des couples ou quand on accompagne des familles, c'est de permettre la complémentarité et l'acceptation des fonctionnements de l'autre. Inconsciemment, 99% des gens fonctionnent en projection. Ça veut dire quoi fonctionner en projection? Ça veut dire que j'estime que mon fonctionnement est le bon et que vous devriez tous fonctionner comme moi. Ok, sinon vous n'avez rien compris à la vie. Ouais, mais non, en fait, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et en plus, ça bousille les relations. Parce que quand on commence à constater que ça ne marche pas, que personne ne répond à nos attentes, il se passe quoi? Bah, on active les déclencheurs, les nôtres. Hein. Donc on se blesse, nous, en activant nos déclencheurs, et en plus, on va blesser les autres. Donc il se passe quoi quand tous ces mécanismes de défense se mettent en branle? On bousille nos relations, on bousille nos contacts, on bousille nos amitiés, on bousille peut-être même notre couple, on bousille aussi la communication avec nos enfants. Mes mots sont forts, mais ils sont choisis volontairement. Parce que dès lors qu'on comprend que on peut apprendre à communiquer différemment, parce qu'on a compris qu'on ne peut pas attendre de l'autre qu'il soit notre double, alors on arrête les projections. Et effectivement, le monde d'aujourd'hui ne fonctionne, et certainement le monde d'hier d'ailleurs, mais nous n'étions pas là pour le voir,
Et le monde de demain, je ne sais pas si on sera encore là, donc profitons-en, on est là, on est vivant. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est, fonctionne à 99%. Il n'y a qu'un pour cent de la population qui s'intéresse à comprendre ses propres mécanismes. Eh bien, 99% de la population ne fonctionne que par projection. Tu as peut-être vu passer dans les vidéos que je partage des fois, une vidéo où j'explique que finalement, quand on choisit un coach pour nous accompagner et que ce coach a un flash avec beaucoup de feu et peut-être pas beaucoup de terre et pas mal de bois, ok, donc on est vraiment dans des mouvements vifs et actifs, dans une forme de hyperactivité, ok. Euh, si la personne, elle aime son fonctionnement et qu'elle le vit bien, c'est génial. Mais le client qui vient en face, s'il n'a pas du tout le même fonctionnement, au début, ça peut le stimuler parce que la différence va nous stimuler. Mais rapidement, si le coach dit ou donne des injonctions d'aller plus vite, de passer à l'action, allez, il faut y aller, etc., la personne fait, je n'arrive pas, c'est trop brutal. Ça veut dire qu'elle est nulle? Non, en aucun cas. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas câblée de la même façon. À l'inverse, quand on choisit un accompagnant, un coach, un thérapeute, peu importe, hein, euh, qui a l'inverse, c'est-à-dire que toi, tu as beaucoup de feu et la personne que tu choisis, elle n'a pas beaucoup de feu ou de bois, ok? Ça va aller gentiment, étape par étape. Mais toi, tu fonctionnes dans le ouais, je vais y aller, plus, encore, 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 encore. Il va se passer quoi? Tout le monde va te dire, mais calme-toi, dépose les armes, ne sois pas en combat permanent. Il y a quelque chose qui va mal chez toi, tu dois avoir une douleur que tu n'as pas résolue. Non, non, en fait, le tutu. Oui, merci Jacques Salomé. La personne ne sait pas qu'elle a quelque chose qu'elle n'a pas résolu. C'est juste qu'elle est câblée comme ça. Donc, plus elle va être dans l'action, dans la proactivité, dans l'hyperactivité, plus elle va s'épanouir. Attention, la seule difficulté qu'elle peut rencontrer, c'est passer de 3000 tours minute à 0 tour minute. C'est-à-dire que quand ça bouge beaucoup, avec beaucoup de feu, beaucoup de bois et pas de terre, eh bien, on ne sent pas la fatigue. Et oui, parce que d'un côté, on a la surexcitation, qu'on peut modérer grâce à la MTC, vous l'avez compris. Et puis, il y a le besoin de faire plus et de gagner, d'arriver sur la ligne d'arrivée de face qui peut stimuler tout ça. Et la Terre, comme elle est absente des fois, eh bien, il n'y a pas de temporisateur. L'idée, c'est, OK, si je me repose, je ne meurs pas, la Terre ne s'arrête pas de tourner et les gens ne vont pas m'oublier. OK? Là, on a le combo gagnant. Je te laisse avec ça. J'espère que cette vidéo va te servir aussi à mettre des flashs en parallèle. Parce que c'est important de savoir le faire. Il n'y a donc, je le répète une dernière fois, aucune incompatibilité entre les flashs. La seule chose qui va créer l'incompatibilité, c'est le rejet de la différence de l'autre. Et surtout l'exigence que l'autre fonctionne comme nous, et ça n'arrivera jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.